Pour nous, la révolution russe, c'est une période importante de l'histoire parce que c'est la seule révolution qui est parvenue à mettre les travailleurs au pouvoir. Donc c'est ce qu'on va présenter tout au long de ce topo, comment cette révolution advient, comment les travailleurs prennent le pouvoir. Mais avant ça, on va un peu contextualiser et savoir qu'est-ce que la Russie à la veille de la révolution, quoi. Donc la Russie, historiquement, c'est une très grande puissance. Et c'est par exemple elle qui a vaincu Napoléon pendant les guerres révolutionnaires. Mais au XIXe siècle, elle prend de plus en plus de retard, alors que les autres pays européens se modernisent et s'industrialisent. La Russie, elle reste essentiellement rurale. Et en 1897, donc la population, c'est 78% de paysans, 2% d'ouvriers et 1% de bourgeois. Mais la Russie s'ouvre aux capitaux européens et voit de nombreuses usines se développer, mais elles appartiennent principalement à des capitalistes, donc que ça soit français ou britanniques. Et le pouvoir, lui, il est encore plus arriéré que l'économie, donc c'est un tsar, empereur de droit divin, qui règne de manière absolue sur la Russie. Et tout ça en s'appuyant sur la noblesse, l'église orthodoxe et une large bureaucratie. Toute cette population fait subir un joug autoritaire dans la société. Il n'y a pas de parti politique légal, les grèves sont interdites, les organisations révolutionnaires subissent l'interdiction de toute activité et leurs militants subissent les déportations et les exils. La Russie est surnommée prison des peuples avec de nombreuses nationalités opprimées. Donc en fait, les Russes ne représentent finalement que 44% de la population. Et à côté, il y a des Ukrainiens, des Mongols, des Azéris, des Finlandais, des Polonais, des Allemands, etc. Et en plus de tout ça, il y a une forte population juive qui subit régulièrement des pogroms. Mais malgré cette répression, la Russie connaît un fort mouvement révolutionnaire. Des socialistes, cherchant des solutions dans une Russie fortement agraire, cherchent à partir des paysans pour combattre le tsarisme. Ce sont des narodniki, donc des populistes en russe. C'est un mouvement qui doit subir une telle répression de l'autoritarisme tsariste et qu'il développe une politique terroriste. Pour les narodniki, il faut accélérer le cours de l'histoire en assassinant et en posant des bombes. Et ils parviennent même à tuer l'empereur Alexandre II. Mais parmi ces narodniki, il y en a pas mal qui vont se tourner vers les idées marxistes, et une grande partie de ceux qui vont se tourner vers les idées marxistes vont fonder le Parti ouvrier social-démocrate de Russie. Le Parti ouvrier social-démocrate de Russie devra, tout comme les narodniki en leur temps, apprendre à militer dans la clandestinité. Le gros de sa direction se fera depuis l'étranger, les dirigeants étant tous exilés. Ce parti se divisera en deux fractions, les bolcheviks et les mencheviks. À côté de ça, du mouvement narodniki sortira un parti, le Parti socialiste révolutionnaire, le parti SR, qui sera largement le relais de la revendication des paysans, quand le Parti ouvrier social-démocrate, lui, sera plus dans la classe ouvrière. En 1905, une défaite militaire de la Russie face au Japon fait exploser le mécontentement. Les travailleurs et les bourgeois s'opposent tous au régime. Cependant, la bourgeoisie, faible du fait que la plupart des industries n'appartiennent pas à des capitaux russes mais étrangers, se retrouve rapidement supplantée par les travailleurs qui, pour s'organiser dans la lutte, s'organisent en soviets, afin de décider de comment organiser la mobilisation. Les soviets, ce sont des ouvriers qui se coordonnent à l'échelle de leur usine, dans les comités de grève, et se réunissent dans leur quartier ou dans leur ville, donc dans les soviets, pour principalement prendre des décisions et coordonner la lutte. C'est une véritable révolution. Le tsarisme décide donc de s'appuyer sur la bourgeoisie pour combattre cette révolution en cédant face aux revendications démocratiques, en établissant par exemple un parlement, la Douma, et des élections. Cependant, la répression des ouvriers est féroce et le tsar parvient à se maintenir au pouvoir. Les soviets disparaissent mais leurs souvenirs restent vifs chez les ouvriers. D'autant plus, les militants révolutionnaires qui ont pu se former à l'école de la Révolution tireront des bilans qui leur permettra de mieux réagir à la suite. Et les bolcheviks seront d'autant plus convaincus de la possibilité de renverser le tsarisme et le capitalisme car les soviets ont montré la capacité d'organisation de la classe ouvrière.
Ces organisations auront d'autant plus gagné du crédit au sein de la classe ouvrière qui se reconnaît dans les partis révolutionnaires. Jusqu'en 1912, une période de réaction très difficile touche le mouvement ouvrier du fait du poids des défaites, mais pour laisser place à un début de mouvement de la classe ouvrière. Le nombre de grèves politiques explose avec de 500 000 à 1 million de grévistes politiques de 1912 à 1914. Et la Première Guerre mondiale va mettre fin à ce mouvement. Le poids des idées nationalistes va avoir un poids très fort, notamment donc en temps de guerre, mais l'horreur de la guerre fait vite se redresser le prolétariat russe, d'autant plus que l'armée russe recule de défaite en défaite, et les désertions et les mutineries se multiplient. Donc c'est en 1917 que la population va réellement se mettre en branle. Le prolétariat a largement augmenté, passant de 210 000 personnes au printemps 1914 à 400 000 personnes en octobre 1916. Pendant la guerre, le gouvernement russe va utiliser la menace auprès des ouvriers pour qu'ils ne se révoltent pas. En gros, c'est si tu te révoltes, c'est envoi direct au front. Pourtant, les manifestations et grèves se multiplient. Le 9 janvier 1917, une manifestation de rue est organisée pour commémorer l'anniversaire du massacre du 9 janvier 1905, au cours duquel l'armée du tsar avait massacré près de 600 manifestants. Le 19 février, face au lock-out de leurs usines, des ouvriers vont manifester au cœur de la ville, suivis par des manifestants qui se mobilisaient contre la faim. Mais c'est la grève des ouvrières du textile le 23 février, donc ça c'est selon le calendrier russe, mais en gros c'est pendant la journée internationale des droits de la femme, qui va signer le début de la révolution. Les ouvrières du textile vont sortir dans la rue en abandonnant la fabrique avec pour mot d'ordre du pain. Elles sont rejointes pendant la manifestation par des ouvriers métallurgistes qui vont débrayer. C'est tout ce monde qui va se retrouver devant la Douma municipale pour réclamer du pain. Le lendemain, c'est les traminots qui vont se mettre en grève, et cette fois-ci, les mots d'ordre vont dépasser du pain. Les manifestants crient « à bas l'autocratie »,« à bas le gouvernement »,« à bas la guerre ». La nuit du 25 et 26 février, les émeutiers, à la rive nord de Petrograd, pillent, envahissent et incendient les commissariats de police. Le 25 février, le président de la Douma va envoyer un télégramme au tsar. Anarchie dans la capitale, le gouvernement est paralysé. Le mécontentement général grandit, on tire en désordre dans les rues, impossible de temporiser. Le 27 février, les troupes qui se retrouvaient la veille face aux grévistes vont se retourner contre leurs propres officiers, les régiments se mutinent et les soldats lâchent les armes pendant que les manifestants les prennent et, à côté, les prisonniers politiques sont libérés. Le soir de cette révolution de février, le comité provisoire de la Douma est formé pour, je cite, le rétablissement de l'ordre gouvernemental et public. Ils sont dirigés par un ancien officier du tsar, monarchiste et riche propriétaire taurien. Pour ce comité, la priorité est au retour à l'ordre. De son côté, le comité exécutif du soviet de Petrograd porte une politique assez timide, notamment avec les bolcheviks qui, avant l'arrivée de Lénine, ne pensent pas la révolution prolétarienne possible. Le comité exécutif des soviets décide alors de ne pas participer au gouvernement. Comme les mencheviks l'avaient soutenu depuis 1905, ce n'est pas le rôle du prolétariat d'exercer le pouvoir. Donc le comité exécutif des soviets va appeler, le soir même du 27 février, à se réunir au palais de Tauride. L'Assemblée va y décider la création d'une commission de ravitaillement, la création d'une commission militaire, afin de reprendre en main la garnison qui était les jours d'avant sous l'ordre du tsar, et la création par des délégués bolcheviks des comités de quartier sous la direction de commissaires pour l'installation du pouvoir populaire dans les quartiers de Petrograd. Au même moment, les monarchistes vont faire abdiquer le tsar Nicolas II, le 3 mars dans l'espoir de calmer la population russe et de mettre à sa place son frère Michel Alexandrovitch. Plan qui échouera lamentablement car la population n'est absolument pas illusionnée. Elle ne demande plus seulement la fin du règne de Nicolas II, mais bel et bien la fin du tsarisme et de la monarchie. Donc le 2 mars, le premier gouvernement provisoire est créé, comprenant les membres du comité provisoire de la Douma. Donc ce sont principalement des tsaristes, des parlementaires monarchistes, mais aussi la bourgeoisie libérale. L'absolutisme tsariste est tombé, mais le pouvoir n'est pas pour autant entre les mains de la classe ouvrière, et l'appareil d'État reste en place. Le gouvernement provisoire va être celui du libéralisme et du parlementarisme bourgeois. Mais les soviets, qui représentaient et disposaient des masses populaires dès le début, ne vont pas lui faire confiance, comme le prouve notamment le décret sur l'armée constitué le 2 mars par les soviets, où on y retrouve notamment cette adresse.
Les ordres de la commission militaire de la Douma impériale ne seront exécutés que s'ils ne contredisent pas les décisions du Soviet des ouvriers et des soldats. Il y a donc un double pouvoir. D'un côté, ce gouvernement provisoire, organe de la bourgeoisie, et de l'autre, les soviets, conseil démocratique où se réunissent tous les ouvriers, mais aussi soldats et paysans. Celui-ci est plus fort dans le rapport de force, mais le prolétariat à ce moment-là n'a pas conscience de son rôle révolutionnaire et s'en remet volontairement à la légitimité du gouvernement provisoire. Mais pour autant, le prolétariat ne cesse de se politiser, et en même temps que la révolution russe avance, la population russe acquiert une conscience de classe de plus en plus mûre. Un menchevique dira ceci des mouvements du prolétariat et de la paysannerie russe. Toute la Russie n'était à cette époque qu'une longue et éternelle manifestation. Le 6 mars, le gouvernement provisoire proclame l'amnistie générale, permettant à tous les exilés et déportés leur retour en Russie. Le 12 mars, la peine de mort est interdite et le 20 mars, le gouvernement abolit toutes les restrictions nationales, religieuses et juridiques. Mais à côté, les questions sociales et l'arrêt de la guerre semblent des sujets moins importants pour le gouvernement provisoire qui ne va pas mettre, par exemple, en place la réquisition des grands domaines face aux problèmes de ravitaillement. Il décide aussi de continuer la guerre car les Alliés mettent la pression sur la Russie pour qu'elle continue la guerre. Si à Petrograd, la journée de 8 heures est légalisée, ça n'est que grâce à la pression du Soviet sur le gouvernement. En ce début mars, le comité exécutif des Soviets porte une politique plutôt timide. Comme j'ai dit avant, l'idée reste ancrée que la Russie ne serait pas assez mûre pour que le prolétariat mène sa propre révolution. Ce n'est que Lénine, pourtant toujours en exil, qui va porter ce discours clair. La révolution ne doit pas être seulement bourgeoise, le prolétariat doit mener sa propre révolution en s'appuyant sur les soviets. Les travailleurs doivent s'organiser en milices prolétariennes, il faut dénoncer les traités qui soumettent la Russie au gouvernement français-anglais et ne faire aucune concession à la guerre impérialiste. À partir du retour en Russie de Lénine, le 3 avril, les bolcheviks vont suivre sa politique. Les soviets vont alors se tourner de plus en plus vers les bolcheviks. Et le fossé va se creuser de plus en plus entre l'avis de la population russe et celle des soviets et la guerre impérialiste maintenue par le gouvernement provisoire. Ce fossé grandissant, une manifestation d'ouvriers et de soldats mettra fin au premier gouvernement provisoire le 20 et 21 avril. Cette période d'avril permet aux bolcheviks de se différencier du reste du gouvernement provisoire auprès des soviets par leur politique claire. Fin de la guerre et tout le pouvoir aux soviets. Le 5 mai, le deuxième gouvernement provisoire est constitué. Il comprend des mencheviks et des SR, donc socialistes révolutionnaires, parmi ses ministres. L'implication des mencheviks et des socialistes révolutionnaires en tant que ministres va redonner au deuxième gouvernement provisoire une légitimité auprès de la population russe. Ce nouveau gouvernement accumule les promesses qui n'aboutissent pas, dont la question agraire, résolution des problèmes de ravitaillement, soumission de la production au contrôle de l'État et campagne diplomatique en faveur de la paix. Ce gouvernement va donc perdre très rapidement le début de la légitimité qu'elle avait acquise auprès du prolétariat russe. Mais si les ouvriers ne croient plus au deuxième gouvernement provisoire, la paysannerie, elle reste très proche des discours mencheviks et socialistes révolutionnaires. Le premier congrès pan-russe des soviets du 3 au 24 juin va mettre en exergue cette différence entre la politisation des soviets de Petrograd et le reste des soviets en Russie. Les bolcheviks ne seront que 105 sur 822 délégués avec une grande majorité de socialistes révolutionnaires et mencheviks. Pour faire pression sur le congrès, le parti bolchevique appelait à une manifestation le 10 juin. Sous ces mots d'ordre, à bas les 10 ministres capitalistes. Mais cette manifestation fut interdite par l'exécutif du Soviet. La démonstration était faite, la direction réformiste des Soviets craignait les masses ouvrières de la capitale. Pour dissiper cette mauvaise impression, le Congrès décida de convoquer une manifestation sous les mots d'ordre démocratique le 18 juin. Le parti bolchevique appelle aussi les travailleurs à participer à cette manifestation, mais sous leur propre mot d'ordre. Et ce jour-là, les masses de Petrograd envahirent les rues et le firent presque unanimement sous les mots d'ordre bolcheviques, à bas les 10 ministres capitalistes et tout le pouvoir aux soviets. Cette popularité à Petrograd des bolcheviks auprès des soviets allait de pair avec la ferveur de la réalisation de ces mots d'ordre, tout le pouvoir aux soviets. Cette ferveur qui va voir naître les journées du 3, 4 et 5 juillet, qui sont une démonstration révolutionnaire survenue de façon spontanée, dit Trotsky
dans l'avènement du bolchevisme. Ces journées de juillet, le prolétariat pétersbourgeois va encercler et assiéger le palais de Tauride. Mais tous les soviets de Russie n'ont pas la même maturation politique que ceux de Pétrograd et Moscou. Les bolcheviks se voient alors pris entre l'ardeur révolutionnaire du prolétariat et la probabilité que le prolétariat de Pétrograd soit divisé du reste du prolétariat russe. Le choix des bolcheviks sera donc d'atténuer les élans révolutionnaires de la population lors de ces journées de juillet. Le 5 juillet finit par une retraite avec l'arrivée de régiments de soldats fidèles aux socialistes. Les mencheviks et les socialistes révolutionnaires s'étaient aliénés les soviets de Pétrograd. Dès le lendemain, le gouvernement organise la répression contre les bolcheviks. Le journal Pravda, donc le journal bolchevique, redevient clandestin. Les bolcheviks sont soit emmenés au front, soit emprisonnés comme Trotsky. Le grand quartier général des bolcheviks est pillé et saccagé. Perquisitions et confiscations d'armes se succèdent. Un mandat d'arrêt est lancé contre Lénine qui décide donc de fuir. Le gouvernement va de nouveau perdre le peu d'appui qu'il avait des masses. La répression qu'il mène auprès des bolcheviks va détourner le prolétariat et les garnisons de Pétrograd de ce deuxième gouvernement provisoire. Le troisième gouvernement provisoire naît avec Kerensky, donc un socialiste révolutionnaire à sa tête. Et les socialistes révolutionnaires vont donc y être majoritaires. Ce gouvernement, qui n'a déjà pas la légitimité du prolétariat russe, va aussi perdre la confiance de la paysannerie qui va se tourner progressivement vers les bolcheviks. Le gouvernement n'avait plus d'autorité et le pays était réduit à une juxtaposition de cellules sociales autonomes, donc des soviets, des comités d'usines, etc. Juillet et août voient pulluler les formations politico-militaires de droite préparant un prochain coup de force. Donc les putschistes ont un candidat appuyé notamment par les socialistes révolutionnaires, car ils sentent que les soviets lâchent de plus en plus le gouvernement provisoire. Ce candidat, c'est le général Kornilov, qui lance ses troupes sur Pétrograd le 25 août et accuse le gouvernement provisoire d'agir sous la pression de la majorité bolchevique des soviets en total accord avec les plans de l'état-major allemand. Il jure de convoquer l'Assemblée constituante, mais par la voie de la victoire sur l'ennemi, donc après la guerre, et pour le présent, considère que la seule issue est d'instaurer la dictature et de placer tout le pays en état de guerre. Mais alors que les socialistes révolutionnaires l'avaient amené au pouvoir, Kornilov se retourne contre eux. Les socialistes révolutionnaires se retrouvent alors obligés de faire appel aux bolcheviks qui ont la confiance des ouvriers. Les bolcheviks mobilisent les ouvriers, les cheminots qui ne se font pas attendre et se mettent en grève. Des centaines de milliers, des millions d'ouvriers, de soldats et de paysans se dressèrent en armes pour se défendre contre l'ennemi de classe et répliquer à son attaque par l'offensive. Et le putsch échoua lamentablement. Finalement, cette tentative de coup d'État, les bolcheviks l'avaient vu venir de loin. En mai, Trotsky disait au mencheviks Tsereteli « Lorsqu'un général de la contre-révolution cherchera à passer la corde au cou de la révolution, les cadets savonneront la corde. Les matelots de Kronstadt, eux, arriveront pour lutter et mourir avec nous. » La tentative de putsch et l'impuissance du gouvernement vont lancer en masse les soviets vers les bolcheviks. Le 31 août, le soviet de Pétrograd vote une résolution en faveur du pouvoir des soviets. C'est un désaveu complet de la politique du gouvernement provisoire menée depuis février. Le 23 septembre, Trotsky est élu à la présidence du soviet de Pétrograd. Quelques jours plus tard, c'est à Moscou que les bolcheviks sont élus à la tête du soviet. La même chose se passe un peu partout en province. Le comité exécutif central des soviets tente de retarder le plus possible le deuxième congrès des soviets, fixé au 21 octobre, par crainte que les bolcheviks y soient élus à la tête. Les représentants du comité exécutif central, socialistes révolutionnaires et mencheviks, tentent de faire une conférence démocratique afin d'atténuer les élans révolutionnaires des soviets et d'organiser un pouvoir capable de mener le pays jusqu'à l'Assemblée constituante. Les bolcheviks vont boycotter cette conférence d'État qui ne sera qu'un échec lamentable des socialistes qui cherchaient à contenir les soviets. Cette échéance signe définitivement l'illégitimité des socialistes révolutionnaires et mencheviks auprès des soviets. Et le 10 et 11 octobre, le comité central bolchevique vote pour l'insurrection sans attendre le deuxième congrès des soviets.
Donc ce vote de l'insurrection, Lénine il a dû batailler au sein du parti bolchevique pour que ce soit adopté, parce qu'en fait il n'était pas du tout majoritaire au sein même du parti bolchevique. Dès septembre, en fait, il appelait à cette insurrection et il a dû attendre octobre. En fait, c'était d'une importance capitale, car la révolution, elle était mise en danger par les conciliateurs, donc c'est les SR et les mencheviks, qui tentaient de diminuer l'importance des soviets et d'étouffer la révolution. En fait, il y avait un débat principal au sein du parti bolchevique qui était même, fallait-il déclencher l'insurrection avant ou après le congrès des soviets, qui avait lieu le 25 octobre. Or, en fait, sans l'insurrection, il n'y a rien qui aurait pu empêcher Kerensky de mobiliser les régiments les plus réactionnaires pour disperser le congrès des soviets, qui, dans tous les cas, allait se prononcer pour le passage de tout le pouvoir aux soviets. Il y avait 69,6% des mandats qui appartenaient à des partisans de cette orientation. Mais pour s'assurer qu'il puisse bien avoir lieu, il fallait une insurrection. Par ailleurs, c'est une initiative qui était vraiment attendue par les soldats au front. Les délégués, ils demandaient aux bolcheviks du soviet de Petrograd, donc les délégués de soldats, ils demandaient combien de temps cette situation intolérable va-t-elle encore durer. Les soldats vous disent par notre bouche, c'est d'ici au 1er novembre, aucun pas décisif n'est entrepris dans la voie des négociations de paix, les tranchées se videront d'elles-mêmes et toute l'armée se précipitera sur l'intérieur du pays. Si vous ne trouvez pas le moyen de sortir de la situation, nous viendrons ici nous-mêmes et nous disperserons nos ennemis à coups de crosses de fusil. Mais vous aussi, vous en goûterez. Pour pouvoir s'attaquer à Petrograd, qui était l'avant-garde de la révolution, en fait, dès le début d'octobre, Kerensky et donc l'état-major de l'armée, ils tentent de se débarrasser des soldats qui étaient fidèles aux bolcheviks, en les envoyant au front, en disant que c'était nécessaire pour protéger Petrograd. En fait, le problème, il était réel, car la chute de Petrograd, ça aurait été un véritable désastre, car l'armée allemande, en fait, elle aurait massacré les ouvriers et les soldats révolutionnaires. Cependant, en fait, l'ordre d'envoyer les soldats au front, il venait du gouvernement provisoire, dans lequel les soldats, ils n'avaient aucune confiance, et ils avaient bien raison. Donc, en fait, le soviet de Petrograd, il décide d'établir le comité militaire révolutionnaire pour évaluer la nécessité de faire sortir la garnison de Petrograd. Et donc, en fait, ce comité militaire révolutionnaire, il pouvait s'opposer aux décisions militaires de l'état-major, les annuler, parce qu'en fait, le soviet, il avait une véritable légitimité. Ce comité, en fait, il a même pu être le principal organisateur technique de l'insurrection. Cette insurrection, en fait, elle s'est passée méthodiquement, mais au grand jour. Toutes les discussions, en fait, dans la période, elles parlaient de l'insurrection. Loin de l'image un peu qu'on peut donner dans les médias ou que certains historiens veulent donner d'une conspiration qui serait faite par les bolcheviks, un coup d'État. Parce qu'en fait, à ce moment, l'insurrection, c'était déjà sûr qu'elle allait avoir lieu et qu'elle allait réussir. Les soldats, les ouvriers, ils étaient tous gagnés à l'insurrection. Et ils avaient maintenant leur propre organe technique pour la réussir. En fait, pendant les jours avant le congrès des soviets, c'est la presse bourgeoise et aussi celle des conciliateurs qui s'affolent. Les bolcheviks allaient provoquer une émeute, un massacre, des effusions de sang. Cependant, en fait, tout ça, ça ne faisait que conforter les travailleurs qui avaient perdu toute confiance dans tous ceux qui défendent la bourgeoisie. Et en fait, ils poursuivaient une agitation sans arrêt. Par exemple, il y a la journée du soviet de Petrograd, qui est une journée qui est faite pour récolter des fonds pour que le soviet il ait un journal. Et il y a à ce moment-là des meetings vraiment tous les jours qui parlent de la révolution, de l'insurrection. Léon Trotsky, il va décrire cette période en écrivant « Tous les édifices publics étaient inondés par les vagues d'ouvriers, de soldats et de matelots. Des réunions pareilles, même pendant la Révolution, avaient rarement eu lieu à Petrograd. Ce fut une période de meetings continuels dans les usines. L'atmosphère de tous ces meetings était saturée d'électricité. Toute allusion à la Révolution prochaine était accueillie par un tonnerre d'applaudissements et de cris d'enthousiasme. » John Reed, qui est un journaliste américain dont on parle plus tôt, lui, ce qu'il va écrire, c'est « Tout carrefour était transformé en tribune. Dans les trains, dans les tramways, partout et toujours, le bruit d'un meeting organisé. » Et puis enfin, dans la nuit du 24 au 25 octobre, la veille du congrès des soviets, le comité militaire révolutionnaire, il démarre l'insurrection. Il va placer des commissaires dans toutes les gares, prendre le contrôle de la capitale et de ses alentours pour empêcher l'arrivée de troupes contre-révolutionnaires. Le gouvernement provisoire, il se réfugie dans le palais d'hiver et il est cerné des troupes du soviet. La Banque d'État, qui était elle aussi gardée par des régiments encore loyaux au gouvernement, elle est prise
les régiments ils sont désarmés, et tout ça, ça se passe sans une seule effusion de sang. Les journaux bourgeois, ils virent même pas la révolution, parce qu'en fait, ils arrêtaient pas, comme avant, ils arrêtaient pas de parler d'émeutes, d'effusion de sang, d'anarchie. En fait, ils le voient pas, et donc ils sont pas au courant qu'il y a la révolution, quoi. En fait, au bout d'un jour, c'est le palais d'hiver qui finit par tomber, et donc le gouvernement, il est soit arrêté, soit en fuite, et donc en fait, les travailleurs, ils ont le contrôle de la capitale. Au même moment de l'insurrection, en fait, quand on a maintenant les soviets au pouvoir à Pétrograd et plus de gouvernement provisoire, on a le congrès des soviets qui se rassemble avec des délégués de toute la Russie et qui va prendre plusieurs décisions. Donc il y aura plusieurs décrets. Le premier, c'est le décret pour la terre à qui la travaille. Tout ça, c'est une revendication du mouvement paysan. Et en fait, c'est une manière pour le pouvoir des soviets de montrer qu'ils soutiennent justement les paysans et d'un peu conclure une forme d'alliance avec eux. Enfin, le deuxième, donc c'est un décret sur la paix. Donc, vu qu'il y a une grosse agitation sur le fait qu'ils veulent mettre fin à la guerre, les ouvriers, les soldats, en fait, ils demandent une paix sans annexion et surtout la fin de la diplomatie secrète. À la période, tout ce qui se fait, et comme maintenant, tout ce qui fait un peu dans les bureaux des diplomates, personne ne pouvait avoir de regard là-dessus. Maintenant, tout le monde peut voir ce qui est discuté dans les salons de diplomates. Et enfin, il y a aussi d'autres décrets, donc le décret sur le contrôle ouvrier, qui donne aux ouvriers le contrôle de leur lieu de travail, et un décret sur le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, jusqu'à la séparation. Vu comme on en parlait plus tôt, l'Empire russe, la prison des peuples, opprimait de nombreuses nationalités en son sein. Et donc le gouvernement soviétique, pour ne pas reproduire un peu tout ce que faisait la Russie tsariste aux minorités ethniques, elle décide en fait de leur donner le choix ou pas d'être liés à la Russie soviétique. Enfin, ce qui est établi, c'est un gouvernement central, donc qui est le Conseil des commissaires du peuple, l'équivalent un peu d'un exécutif, qui se charge un peu de faire appliquer certaines décisions. Donc, dans les premiers jours, le problème qui va se poser au pouvoir des soviets, c'est le fait qu'il est d'abord isolé. Pour l'instant, en fait, vu qu'il est uniquement à Pétrograd, il suffit à ceux qui voudraient le voir tomber de frapper Pétrograd et de se débarrasser de la révolution. Et en fait, ils sont assez nombreux à vouloir le voir tomber. Bon, déjà, il y a les bourgeois, les réactionnaires tsaristes, mais évidemment, en plus de tout ça, le gouvernement provisoire de Kerensky, ceux qui le soutenaient, les socialistes révolutionnaires, mencheviks, et aussi des fonctionnaires qui étaient un peu privilégiés sous l'Ancien Régime, comme par exemple les cheminots, les postiers ou les agents du télégraphe. Or, en fait, les SR de droite et les mencheviks vont s'appuyer sur les fonctionnaires pour saboter le nouveau pouvoir, donc qui se retrouvent sans moyens pour communiquer rapidement parce qu'ils n'ont ni la poste, ni le rail, ni les télégraphes. Ils vont également s'appuyer sur la jeunesse bourgeoise dans les écoles militaires, qui vont d'abord essayer de s'attaquer au pouvoir des soviets. Donc ils vont tenter de se soulever le 29 octobre, donc 4 jours après la Révolution, en prenant les armes. Et en fait, ils vont se retrouver assiégés et ils vont répondre à toute tentative de négociation par des coups de feu. Ça sera les premiers coups de feu lancés de la Révolution, donc 4 jours après l'insurrection, jusqu'à ce qu'on les disperse. Plus tard, ça sera Kerensky qui va tenter de marcher sur Pétrograd à la tête d'une armée levée sur le front. En fait, les soldats qui avaient vécu l'horreur des fronts, ils étaient tous acquis aux bolcheviks, car en fait, c'était les seuls qui voulaient sérieusement mettre fin à la guerre. Donc Kerensky, vu qu'il ne peut pas s'appuyer sur ces soldats-là, il décide de s'appuyer sur les Cosaques. C'est des soldats professionnels qui vivent en dehors de la classe ouvrière. Kerensky, ce qu'il leur explique, c'est « Ah, Pétrograd, c'est l'anarchie, vous serez accueillis en libérateur ». Ça, c'était bien loin de la vérité. Et les travailleurs, ils étaient bien organisés et ils comptaient bien se défendre et défendre la révolution. Donc le soviet, pour poser la question de la défense de Pétrograd, il décide de s'appuyer sur tous les ouvriers de Pétrograd et ils arrivent en fait à organiser la défense et à défaire l'armée de Kerensky et des Cosaques. Alors que la situation, c'était quand même qu'il manquait de matériel militaire.
Et il manquait aussi d'officiers qualifiés, parce qu'ils s'opposaient à la révolution. Donc, en fait, malgré tout ça, l'organisation de la classe ouvrière, qui gère tout ce qui est logistique, approvisionnement, mais aussi creuser des tranchées, en fait, ils arrivent à défaire facilement les Cosaques qui n'étaient pas du tout prêts à faire face à l'organisation de la classe ouvrière. Donc les premières tentatives de la contre-révolution, en fait, elles sont défaites. Les délégués du Congrès des Soviets, ils retournent chacun dans leur ville pour informer la prise de pouvoir des travailleurs et les décrets qui sont adoptés. Les comités de soldats donc, du front, ils vont réélire des représentants qui sont tous du côté du pouvoir des soviets. Et dans de nombreuses villes, il y a les soviets locaux qui prennent le pouvoir, comme par exemple le soviet de Moscou, même si ça sera un peu plus difficile qu'à Pétrograd. Mais donc en fait, on se retrouve à ce moment-là à un moment charnière, parce que la révolution russe, elle a réussi ce que la Commune de Paris, elle avait échoué. Le pouvoir des travailleurs, il s'est enfin étendu au-delà de la capitale. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ressemblait ce pouvoir des soviets? Parce qu'on parle un peu du pouvoir des travailleurs, mais qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, les soviets, ces conseils ouvriers, c'est les organes constitutifs de l'État. Les décisions, elles sont faites donc, à plusieurs échelles, dans les soviets locaux, dans les congrès pan-russes des soviets pour des décisions un peu centrales, et aussi au niveau du Conseil des commissaires du peuple, qui est l'exécutif qui a été élu le jour de l'insurrection. Les bolcheviks, ils vont jouer un rôle central dans ce pouvoir, parce qu'en fait, ils vont être les seuls à prendre la responsabilité à prendre les postes de responsabilité dans cet état-là. Par exemple, ça sera les seuls dans le Conseil des commissaires du peuple, car en fait les autres partis socialistes ils vont refuser. Les SR de gauche, parce qu'en fait ils sont indécis du fait de leur lien avec les SR de droite, et les SR de droite et les mencheviks, eux, ils refusent tout lien avec le pouvoir des soviets. Et en fait, malgré la place que joue le parti bolchevique là-dedans, ça ne veut pas dire que c'était le seul parti, c'était les seuls à jouer un rôle là-dedans, vu que il y avait une forme de démocratie soviétique avec dedans de nombreux mencheviks, SR de gauche ou anarchistes même, qui participaient à cette démocratie soviétique. Cependant, maintenant qu'on a des décisions qui sont prises par le Congrès des soviets, le problème qui se pose, c'est comment on fait pour que ces décisions elles soient appliquées. En fait, c'est donc là également le double rôle des soviets, en plus de prendre les décisions, ils sont là aussi pour faire appliquer les décisions. Par exemple, le décret dont je parlais plus tôt, le décret sur la terre aux paysans qui la travaillent. En fait, ce décret-là, il sera imprimé sous la forme un peu d'un tract et il sera répandu dans toute la Russie. Et comme ça, en fait, on dit aux paysans, regardez, le pouvoir, il dit expropriez vos exploiteurs. Donc, allez, faites-le, organisez-vous pour le faire. Et donc, c'est les paysans eux-mêmes qui vont prendre la terre pour eux, en s'organisant collectivement dans des soviets de villages, de paysans. Le comité exécutif du Congrès des soviets, il écrit, et je trouve que c'est assez important pour comprendre un peu comment on imagine les soviets à ce moment-là, mais c'est les soviets locaux peuvent, selon les conditions de lieu et de temps, modifier, élargir et compléter les principes de base établis par le gouvernement. L'initiative créatrice des masses, tel est le facteur fondamental de la nouvelle société. Le socialisme n'est pas le résultat des décrets venus d'en haut. L'automatisme administratif et bureaucratique est étranger à son esprit. Le socialisme vivant, créateur, est l'œuvre des masses populaires elles-mêmes. En fait, c'est les travailleurs eux-mêmes qui se réunissent démocratiquement à l'échelle de leur usine, de leur village, pour décider et appliquer leurs décisions et les décrets du gouvernement. Cependant, les travailleurs sont minoritaires, comme on disait dans l'introduction, et donc en fait, pour qu'ils aient réellement le pouvoir, on n'a pas un droit de vote qui est universel. Sont exclus des soviets tous ceux qui ne vivent pas de leur travail. Donc que ce soit les hommes d'affaires, donc les bourgeois, ce qui est assez logique, et aussi les prêtres et les moines. En fait, ça c'est vraiment important pour que les travailleurs détiennent réellement le pouvoir. Et
pour être sûr aussi que ça soit bien les travailleurs, mais pas des élus en fait qui se détachent un peu d'eux. Il y a justement un principe qui est mis en place d'abord pendant la Commune de Paris, mais qui est repris, c'est justement la révocabilité des élus. C'est pour éviter que les représentants des soviets ils se détachent, donc, comme je le disais, parce qu'en fait, ils sont constamment responsables devant ceux qui les ont élus, et donc s'ils ne respectent pas leur mandat, ils le perdent. Donc, en fait, je viens de décrire un peu ce que c'est le pouvoir des travailleurs en Russie en 1917-18. En fait, tout ça, faut un peu comprendre l'onde de choc que ça a été sur la société russe, avec une vraie vague de libération de la population. Pour prendre un peu la question féministe, par exemple. Le divorce, il va enfin être autorisé. Le mariage religieux, il sera remplacé par un mariage civil. L'avortement, il sera autorisé et gratuit. La différence légale entre enfants nés dans un mariage ou hors mariage, elle va être supprimée, alors qu'elle était légale sous la Russie tsariste. Tout ça, c'est une véritable libération des femmes. Et de fait, ça va inquiéter pas mal de révolutionnaires, mais en fait, le nombre de divorces, il va exploser après la Révolution, parce qu'en fait, la famille, elle est plus maintenue par la nécessité, par une nécessité de rester ensemble, mais en fait, par un accord mutuel de vouloir vivre ensemble. Trotsky, il va écrire dans un ouvrage sur la société soviétique, Les questions du mode de vie, plusieurs scénarios qui se reproduisaient dans la société et pourquoi en fait il y avait des divorces. Et parmi ceux-là, il y en a un qui est assez intéressant, c'est, je commence la citation, « Une vieille famille, 10 à 15 ans de vie commune. Le mari est un ouvrier consciencieux, un bon père de famille, la femme aime son foyer et dispense toute son énergie à sa famille. Le hasard la met en contact avec une organisation féminine. » Donc ça, c'était des organisations qui existaient, qui organisaient les femmes pour justement poser un peu le problème de la libération des femmes et les mettre et les impliquer dans la politique. Donc, le hasard la met en contact avec une organisation féminine. Un nouveau monde s'ouvre à elle. Son énergie y trouve un champ d'action beaucoup plus vaste. Dans la famille, c'est l'écroulement. Le mari se fâche, la femme se voit offensée dans sa dignité de citoyenne, c'est le divorce. Et donc, en plus de tout ça, il y a de nombreuses crèches publiques, cantines, maternités qui sont ouvertes pour permettre de libérer les femmes du travail domestique qui, avant, leur était imposé. Même si, il faut aussi garder en tête que les conditions de la guerre civile, elles font que tout ça, on ne peut pas nécessairement le généraliser à toute la Russie. Pour un autre axe sur un peu la libération de la société russe, c'est par exemple la question du droit pénal, qui est refait de fond en comble. La justice, elle est plus déterminée sur des châtiments punitifs, mais un peu sur la simple question du danger que l'individu il apporte à la société. Les peines, en fait, elles étaient plus graves si l'accusé, par exemple, c'était un bourgeois ou n'importe qui cherchait à rétablir l'ordre capitaliste, parce qu'en fait, il menait un véritable danger. Et pareil, en fait, les juges, ils étaient élus. Pour un peu se poser à quoi ressemblait, il y a un exemple qui est de l'époque qui dit qu'il y avait, par exemple, un père qui battait son enfant et qui l'empêchait d'aller à l'école et qui a été jugé. Donc, en fait, il y a des ouvrières qui prennent la parole, qui font des sermons enflammés pour expliquer comment c'est vraiment n'importe quoi et c'est mauvais ce qu'il faisait, le père. En fait, l'accusé, il finit le visage en larmes et il promet de plus battre son fils. En fait, ça, c'est bien plus que la justice moyenne, la justice moderne. En fait, c'est un véritable moyen de pression en fait, de la société sur la conduite des citoyens. Et de nombreux accusés, en fait, ils pouvaient bénéficier d'une certaine indulgence. Et justement, on se posait un peu le problème de comment on fait pour que la société, justement, elle puisse imposer un peu ses valeurs, comme le fait de ne pas battre son enfant, qui est une valeur qu'on a un peu envie d'imposer à tout le monde. Pareil, à côté, il y a toute la question de la culture, de l'art qui sont libérés, des courants artistiques qui peuvent se développer dans les rues. Et pour autant, même les classiques, ils ne sont pas non plus interdits. On a une énorme campagne
d'alphabétisation et d'accès à la culture. Des bibliothèques qui sont obligées d'ouvrir tous les jours et des citoyens qui savaient lire, eux, ils étaient mobilisés pour apprendre à lire aux analphabètes. Ce qui a fait le taux, qui a fait baisser le taux d'analphabétisme à une échelle jamais vue dans d'autres pays. On a une liberté qui est donnée aux écoles. Elles sont quand même imposées d'être mixtes, de mettre en place un enseignement manuel, un enseignement pour un peu comprendre les problèmes politiques de l'actualité mondiale, mais pour montrer un peu le niveau de libération qu'il y a aussi dans les écoles, on a les examens donc, qui sont abolis, les devoirs à la maison, les exercices qui demandent que de la mémorisation et qui ne sont pas très intéressants. Les élèves de plus de 12 ans, ils sont intégrés au collectif qui fait les décisions et qui comporte aussi les travailleurs de l'école. Ils avaient le droit, surtout, de répondre à l'institutrice. Ça, c'était super innovant pour le début du XXe siècle. Et c'est des revendications qui vont vraiment revoir un peu le jour en mai 68, par exemple. Et là, on est en 1917, quoi. L'université, elle devient gratuite. Et le nombre de places à la fac, en une seule année, il est multiplié par 2, ce qui répond un peu à certains problèmes qu'on peut se poser dans l'actualité. Et donc, en fait, ça, c'est plein de changements que je viens de donner, qui sont pas exhaustifs, mais en fait, qui montrent réellement, en fait, c'était quoi l'onde de choc sur la société russe du fait que les travailleurs eux-mêmes avaient le pouvoir. Et donc, je parlais un peu plus tôt des décrets qui ont été passés, mais il y en avait un qui était un peu plus épineux que les autres à faire appliquer. C'était celui sur la question de la guerre. Malgré ce décret, en fait, la Russie, elle était toujours en guerre avec l'Allemagne. Et donc, en fait, pour Lénine et Trotsky, la révolution, elle était nécessairement internationale. Soit elle s'étendait en Europe, et plus particulièrement en Allemagne, soit elle était écrasée. Cependant, malgré ça, en fait, il fallait poser le problème de comment en fait, on empêche à l'Allemagne d'écraser la révolution à court terme. Donc Trotsky, qui est commissaire du peuple aux affaires étrangères, il va diriger des pourparlers de paix. Donc quand la délégation soviétique va arriver à Brest-Litovsk, qui est la ville où se déroule la négociation, ils vont distribuer des tracts en allemand aux soldats allemands, avec un objectif qui était double. D'un côté, il fallait négocier une paix pour pouvoir préserver les soviets en Russie et en même temps, il fallait s'en servir pour s'adresser aux travailleurs, aux soldats allemands, pour essayer d'étendre la révolution en dénonçant les gouvernements impérialistes. Les impérialistes allemands, ils commencent par proposer une paix donc, d'annexion, où ils annexent une majeure partie de l'Europe de l'Est. Les bolcheviks, ils vont refuser en déclarant la fin de la guerre et en refusant les annexions. Et bon, les armées allemandes, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont poursuivre l'offensive. Et en fait, les bolcheviks, ils vont se retrouver obligés de céder à ce moment-là. Cependant, en fait, ils parviennent quand même à démasquer les visées impérialistes du gouvernement allemand. Et ils vont démontrer, en fait, aux travailleurs et aux soldats d'Allemagne et du monde entier que si jamais, en fait, ils veulent la paix, c'est le pouvoir des soviets qui leur a donné. Le message, il va être compris. Et quelques mois plus tard, l'Allemagne elle va se recouvrir de conseils, elle va faire abdiquer son empereur, et tout ça, ça va amener à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, pour revenir à la question du début du topo, c'était quel bilan on tire du bolchevisme. Ce qu'on a pu voir, c'est que le parti bolchevique, c'est un parti qui a réussi à s'appuyer sur les masses ouvrières et paysannes. C'était la seule organisation à porter la question du pouvoir de la classe ouvrière. Et en fait, elle a su proposer une politique qui a permis de la mettre au pouvoir. C'était un état-major de la Révolution. Il prenait toujours ses décisions avec la perspective de la prise de pouvoir de la classe ouvrière. Grâce à son implantation large et sa communication, en fait, il pouvait savoir quand est-ce qu'il fallait calmer le mouvement révolutionnaire quand la victoire n'était pas assurée, comme ils l'ont fait lors des journées de juillet. Et ils ont su prendre en fait les initiatives de la prise du pouvoir quand il le fallait, comme en octobre. Et en fait, ce pouvoir qu'ils ont mis en place, c'était un pouvoir qui reposait uniquement sur la classe ouvrière. Sans le parti bolchevique et son expérience, les travailleurs, ils n'auraient pas pu prendre le pouvoir.
En fait, depuis la révolution russe, on a de nombreuses révolutions qui ont eu lieu, sans pour autant arriver au pouvoir des travailleurs. Récemment, on peut penser au printemps arabe de 2011, ou la révolution qu'il y a eu au Sri Lanka en 2022, au Bangladesh cet été. Les travailleurs, en fait, ils ont la force pour faire tomber les régimes. Mais en fait, seule une organisation communiste révolutionnaire peut proposer une politique qui permet de bâtir un nouveau régime qui reposerait sur les travailleurs. C'est pourquoi, en fait, c'est d'autant plus important de construire des organisations comme le NPA révolutionnaire. Le parti bolchevique, en fait, s'il a pu faire la révolution, c'est parce qu'il se reposait sur une expérience d'intervention et d'implantation dans la classe ouvrière, une expérience vieille de 20 ans, une expérience qu'il a su mettre à profit. Les prochaines révolutions, en fait, elles restent à venir. Et pour qu'elles puissent enfin renverser le capitalisme comme l'avait fait la révolution russe, c'est à nous d'intervenir, de nous former dans la lutte des classes et construire un parti qui soit à même de comprendre les situations et de proposer les politiques, de prendre les initiatives qui pourront, pour une fois, rendre les révolutions victorieuses.